Bonjour à tous et à tous. C'est avec un immense plaisir, c'est un immense plaisir pour moi de vous accueillir dans ce webinaire consacré à un sujet essentiel pour les TPME. C'est le sujet, c'est fiscalité et loi. Euh, L'essentiel à savoir. Donc aujourd'hui, on va tout savoir sur ce que les PME les obligations des PME en matière de fiscalité et de charges sociales. Alors, je vais me présenter. Je suis Télébos Sundele. Je vais être la modératrice de ce webinaire aujourd'hui. Je suis à ESP, ESP qui implémente le programme Orange Corner Côte d'Ivoire et le programme Orange Corner Innovation Fund qui est le programme de financement au programme Orange Corner. Euh, on va échanger avec nos trois invités sur le contexte en fait de la fiscalité et des lois. On sait tous que les TPME jouent un rôle central dans la dynamique économique et la création d'emplois. Donc, il est crucial de maîtriser les obligations fiscales, les aspects juridiques pour assurer leur pérennité. Et pour cela, nous avons réuni des experts dans le domaine fiscal, juridique des charges sociales qui partageront avec nous des éclairages précieux des conseils pratiques et répondront à la fin de cette session à vos différentes questions. Notre objectif avec ce webinaire, c'est vraiment de vous donner les outils nécessaires pour naviguer sereinement dans ce paysage complexe, mais indispensable. Donc, restez avec nous tout au long de cette session interactive et n'hésitez pas à poser vos questions via le chat déjà, parce que je vais recenser toutes les questions et à la fin, on pourra y répondre. Mais sinon, vous pourrez poser vos questions lors de la session de questions-réponses à la fin, dans la deuxième partie du webinaire. Donc, je vous remercie tous pour votre présence et votre engagement. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc, nous sommes avec trois intervenants en ce jour qui vont vous donner des précieuses informations sur le sujet. Donc, tout d'abord, nous avons Monsieur Boadi Aizi Salomon. Bonjour, Monsieur Boadi, qui est fiscaliste. Bonjour. Bonjour, Monsieur Oui, Boadi. bonjour. Bonjour, Madame Télébo. Bonjour. Bonjour. Merci, merci d'avoir accepté de participer à ce webinaire. C'est moi qui vous remercie. Ensuite, nous avons Monsieur Ulrich Agodo, qui est lui aussi expert en fiscalité des entreprises. Bonjour, Monsieur Agodo. Merci d'être présent et merci d'avoir accepté d'intervenir sur ce webinaire. Et Merci à enfin, vous. la troisième personne, c'est Monsieur Anno Wadja, qui est cadre supérieur chargé d'études à la direction du recouvrement de la CNPS, qui vient en remplacement de Monsieur Eboué, directeur des recouvrements, qui a eu un empêchement de dernière minute. En tout cas, merci, Monsieur, d'être présent sur ce panel. Merci infiniment. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, on va parler de sujets, on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'on a très peu de temps pour parler de sujets très importants. Donc, je vais laisser la parole à Monsieur Boadi, Monsieur Boadi Aizi, qui va nous parler des obligations fiscales des TPME et nous présenter vraiment les principales obligations fiscales et puis les réformes fiscales qu'il y a eu récemment. Donc, je vous laisse la parole, Monsieur Boadi, pour 10 minutes avec nos participants. Merci beaucoup. D'accord. Alors, merci, Madame Télébo. Je suis effectivement Monsieur Boadi Aizi Salomon. Je suis par ailleurs chef de service, administrateur des services financiers, chef de service en charge de la promotion du civisme fiscal à la Direction générale des impôts. Nous sommes situés à la tour E, au cinquième étage,
à la porte 36. En tout cas, c'est un plaisir pour moi d'échanger avec vous sur la question à double titre en tant que responsable de la promotion du civisme fiscal. Il est important pour nous d'utiliser toutes les tribunes qui s'offrent à nous pour parler de l'impôt, pour parler pour donner l'information vraie, pour donner l'information juste, pour ne pas que les TPME, pour ne pas que les citoyens aient peur de l'impôt. Ce qui nous motive, c'est de faire tomber les barrières entre l'administration fiscale et toutes les parties prenantes en matière de fiscalité. Cela dit, je voudrais aussi vous remercier et puis vous remercier pour la tribune que vous nous offrez aussi pour parler. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Je pense que je dis souvent que l'entrepreneuriat, c'est la voie royale pour vivre ses rêves, pour réussir, pour entreprendre, c'est une façon de, de gagner honnêtement sa vie. C'est un défi, mais entreprendre, ça prend. Entreprendre, ça prend. Donc, il y a des préalables. Avant d'entrer dans la fiscalité, il y a des préalables. On parle de l'idée d'entreprise ou de ce qui nous motive pour entreprendre. Il faut d'abord faut rechercher ensuite le maximum d'informations. C'est ce que je conseille aux entrepreneurs. Rechercher le maximum d'informations dans tous les domaines, dans le domaine fiscal, le domaine commercial, le domaine juridique, sur le droit du travail. Monter son business model. Comment je veux mener mon activité? Est-ce que, quand je prends l'exemple de l'achat-revente des produits vivriers, est-ce que je vais faire mon champ et puis vendre des aubergines ou bien je vais aller acheter des aubergines pour venir les revendre? Dans les deux cas, c'est des business models qui sont différents. Et après, monter son business plan. Et puis, bon, voilà. Quand on a fini de monter son business plan, on s'est dit, bon, on va passer maintenant à la formalisation. Alors, la formalisation demande de fournir certaines pièces. Voilà. Donc, il faut commencer par déposer sa CNI, c'est au CPC que tout cela se passe. Et voilà, les exemplaires des statuts, les déclarations de souscription, en fait, toute la paperasse qu'il faut déposer au CPC pour pouvoir créer. Mais avant de créer, comme je dis, il faut avoir les informations. Il faut avoir les informations sur quoi? Sur le système fiscal ivoirien. Parce que je dis toujours que l'État, qu'on le veuille ou pas, est actionnaire de nos structures, de nos entreprises à hauteur du taux de l'impôt qu'on doit payer. Ça veut dire quoi? Si je suis une petite entreprise à un régime du forfait, ça veut dire que ma cotisation de TCE, de TE ou bien de RME, c'est ma part, c'est la part de l'action, des dividendes de l'État que je dois donner. Si je suis une grande entreprise au réel, l'État est actionnaire à hauteur du taux du BIC. Il faut le savoir. Et donc, dans tous les cas, il faut avoir l'information fiscale pour pouvoir se mettre dans un régime qui nous convient en fonction de notre business plan, de notre business model. Alors, il faut comprendre alors que le système fiscal ivoirien il est déclaratif. C'est-à-dire que c'est le contribuable lui-même qui se lève par sa propre responsabilité pour aller dire voilà ce que je fais, déclarer son activité. Et c'est en fonction de la déclaration que l'administration fiscale va dire voilà, voilà, voilà tes droits, voilà tes obligations. D'accord? Mais on ne paye pas les impôts n'importe comment. On paye les impôts en appartenant à un groupe. Donc, prenons l'exemple d'une équipe de football. Voilà, des catégories, il y a les minimes, il y a les juniors, il y a les cadets, il y a les seniors. Bon. Et donc, le système fiscal ivoirien partage donc les contribuables en quatre grands régimes d'imposition. Les plus petits sont au régime de l'entrepreneur. D'accord? Ensuite viennent ceux qui sont au régime de la micro-entreprise. Il y a ceux qui sont au régime du réel simplifié d'imposition. Et les entreprises les plus importantes sont au régime du réel normal d'imposition. Mais comment savoir qu'on appartient à l'un ou l'autre des régimes?
Alors, depuis l'année fiscale 2015, un seul critère est désormais requis pour pouvoir appartenir à un régime d'imposition. Alors, prenons le premier régime, j'ai parlé du régime de l'entrepreneur. Il faut savoir que le régime de l'entrepreneur se subdivise en deux variantes. Il y a la taxe communale de l'entrepreneur, ce qui était avant la taxe forfaitaire des petits commerçants et artisans, et il y a la taxe d'État de l'entrepreneur, ce qui était avant l'impôt synthétique. Comme j'ai dit, c'est le chiffre d'affaires. Et le chiffre d'affaires sont des chiffres. On part donc de 0 à 5 millions. On est à la taxe communale de l'entrepreneur. C'est le groupe de contribuables, hein, d'usagers clients qui sont régis, bien qui sont gérés par les mairies. Par les mairies, de 0 à 5 millions. On parle de taxes communales d'entrepreneurs gérées par les mairies. Quelles sont les obligations fiscales? Alors, à ce niveau-là, l'administration fait la différence entre les prestataires de services. Un prestataire de services, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vend quelque chose, mais qu'on ne voit pas, qu'on ne perçoit pas. D'accord? Prenons l'exemple d'un réparateur de frigo. Il répare le frigo. C'est une prestation de service. On fait la différence entre les prestataires de services et les commerçants, c'est-à-dire les négociants. Les négociants, les commerçants, on les appelle les vendeurs de biens meubles corporels. C'est-à-dire quelqu'un qui vend quelque chose qu'on peut toucher, quelque chose qui a un corps, bien meuble corporel. D'accord? Il peut se déplacer, il a un corps. Alors, à ce niveau-là, tous ceux qui sont commerçants payent une cotisation de 2% sur le chiffre d'affaires annuel. D'accord? Sur le chiffre d'affaires annuel. Ça donne un impôt annuel et cet impôt-là, il est divisé par 12 et on paye le 12e chaque mois quand on est commerçant. Quand on est prestataire ou autre, on paye 2,5% sur le chiffre d'affaires annuel. Et cette cotisation annuelle est divisée par 12, on paye par 12e, c'est-à-dire on divise par 12, comme il y a 12 mois, on paye par 12e. Mais il ne faut pas oublier que ceux qui sont à la taxe communale de l'entrepreneur supportent, qu'ils soient commerçants ou prestataires, des retenues à la source, l'AIRC, ou la retenue à la source sur les paiements faits aux prestataires de services du secteur informel. D'accord? Ils payent aussi l'ITS, mais la part salariée. D'accord? En termes d'obligations comptables, ça c'est très important, il faut noter de façon chronologique, il faut tenir des registres, noter de façon chronologique dans un cahier de recettes et de dépenses tout ce qu'on fait, ce qu'on a encaissé et ce qu'on a vendu. Il faut conserver ces documents-là pendant 3 ans et les présenter chaque fois que les agents de l'administration vont venir faire des contrôles. Parce que le système fiscal, certes, est déclaratif, mais l'administration fiscale se réserve de faire des contrôles pour s'assurer de la véracité de ces déclarations, pour voir la sincérité qui est faite. Et donc, nous étions de 0 à 5 millions, on a parlé de la taxe communale de l'entrepreneur, on évolue de 5 millions 1, d'accord, jusqu'à 50 millions de chiffre d'affaires. Il faut retenir que le chiffre d'affaires, c'est l'ensemble des ventes effectuées toute une année. D'accord? Donc, de 5 millions 1 jusqu'à 50 millions, on est maintenant à la taxe d'État de l'entrepreneur. À partir de ce moment-là, les obligations commencent à évoluer un peu. La cotisation maintenant de TEE devient 4% toujours pour les commerçants et 5% pour les autres. Mais dans un souci d'accompagnement de proximité, la l'administration fiscale a mis en place ce qu'on appelle les CGA. Les CGA, ce sont des petits cabinets d'accompagnement, des petits cabinets qui accompagnent les TPE à mieux gérer leur comptabilité parce qu'on sait que tout le monde n'a pas ce bagage fiscal là au comptable. Et donc, les CGA, et donc pour ceux qui adhèrent au CGA, l'impôt est réduit de moitié. L'impôt est réduit de moitié. C'est-à-dire celui qui doit normalement payer 4% paye 2% et celui qui doit payer 5% paye 2,5%. Toujours, la base sur laquelle on applique ce taux-là, c'est le chiffre d'affaires. Et toujours, il supporte l'AIRC, les retenues à la source. Il paye les impôts aussi en 12e
sur toute l'année. Registre, en termes d'obligations comptables, il faut tenir des registres chronologiques de factures d'achat et de dépenses, des registres de vente, et puis conserver ces documents-là, les présenter chaque fois que l'administration vient faire des contrôles. D'accord? Parce que le défaut de présentation de ces documents-là ouvre droit à un paiement d'amende de l'ordre de 50 000 francs. Mais on remarque maintenant que ceux qui sont à la TEE, parce qu'on a évolué, on n'est plus dans les poussins, on n'est plus dans les minimes, on arrive maintenant dans les cadets. Ceux-là doivent déposer des états financiers. C'est-à-dire, c'est le bilan, le compte de résultat, mais d'un système minimal. Alors, ceux qui ne le font pas, qui n'obéissent pas à cette obligation, vont payer une amende de 500 000 francs. D'accord? Et le dépôt des déclarations doit être fait au plus tard le 15 janvier de chaque année. OK? Tous ceux qui sont à la TEE, c'est-à-dire quand on commence à être à la TEE, on n'est plus géré par les mairies, mais on est géré maintenant par l'administration fiscale, par les impôts. D'accord? À partir de 5 millions 1, on est géré par les impôts jusqu'à 50 millions. On est au régime de l'entrepreneur dans la variante TEE. Donc, les contribuables qui sont soumis à la taxe d'État de l'entrepreneur, ceux-là ne sont pas autorisés à facturer la TVA, ni à transmettre le droit de déduction. C'est-à-dire que si je suis à la TEE, quelqu'un vient acheter quelque chose chez moi, je ne peux pas, sur la facture que je lui donne, facturer, mettre le montant de la TVA. Ce n'est pas possible. Et si jamais je le fais, il faut que je la déclare. Parce qu'une TVA facturée à tort est due. D'accord? On évolue toujours. On était à 50 millions. On passe maintenant à 50 millions 1 jusqu'à 200 millions. Là, on est au RME. L'impôt, cette fois-ci, est de 6%, mais on ne fait pas de distinction entre prestataires et commerçants. Ça, c'est tout le monde. L'impôt est de 6%. Et quand on adhère à un CGA, on paye 4%. D'accord? On supporte aussi l'AIRC. Hein? Et puis, c'est la même chose, il y a une retenue. Mais cette fois-ci, vous allez remarquer que le défaut d'état financier monte maintenant à 1 million. Et les déclarations sont au plus tard le 15 janvier de chaque année. Cela aussi ne doit pas facturer la TVA ni transmettre de droits à déduction. Peut-être il serait compliqué d'expliquer le mécanisme de la TVA, mais il faut savoir simplement que la TVA, en principe, ce n'est pas les entreprises qui supportent. Il y a la TVA qu'on collecte auprès de ses clients et celle qu'on supporte de ses fournisseurs. C'est la différence des deux qu'on déclare à l'État. Voilà pourquoi on parle de droit à déduction ici. Donc, que ça n'effraie personne, il ne faut pas qu'on ait peur. Et donc, voilà un peu les obligations d'assiette. Ce que je voulais préciser, c'est quoi? C'est qu'en matière d'entreprise, en matière de fiscalité pour les entreprises, il y a des obligations d'assiette. Ça, c'est ce qui constitue la base imposable. Il y a des obligations de recettes, il y a aussi des obligations en matière de contrôle. Mais les entreprises n'ont pas seulement que des devoirs, elles ont aussi des droits. Ça, on le verra plus loin. Mais pour continuer avec les obligations d'assiette, hein, là... Allô? Oui, on vous entend, même si ça s'était entrecoupé un peu, mais on vous entend. Allez-y. Ah, ah, ah. Désolé. On m'entend maintenant? Oui, oui, on vous entend bien. D'accord. Alors, on a parlé de l'acompte d'impôt. Toutes les retenues à la source, là, ne sont pas déductibles de l'impôt à payer. Ça veut dire que quand je dois payer ma cotisation de TCE, de TE ou bien de RME, je ne peux pas dire que parce que j'ai supporté l'AIRC ou la RIPSI, la retenue d'impôt sur les paiements faits aux prestataires de services secteur informel, ou bien l'acompte d'impôt sur le revenu du secteur informel, pour déduire, pour diminuer. Ce n'est pas possible. Et les contribuables qui sont soumis à la TE peuvent adhérer au CGA, ça on l'a déjà vu. Et le bénéfice de cet avantage-là est subordonné pour les entreprises qui sont correctement immatriculées à la Direction générale des impôts. D'accord?
Pour terminer, on va dire que pour les nouvelles immatriculations, pour ceux qui s'immatriculent en cours d'année, l'adhésion à un centre de gestion, agréé se fait dans un délai de 30 jours. D'accord? Et donc, pour ceux qui sont immatriculés à longtemps, hein, c'est jusqu'au 31 janvier de l'année en cours. Alors, on arrive aux obligations de recettes. Vous allez remarquer que pour ceux qui vont fréquenter, ça c'est un conseil que je donne, il faut fréquenter les services des impôts. Il y a le chef de service d'assiette et le chef de service des recettes. À l'assiette, on fait sa déclaration. Et à la recette, on paye effectivement ses impôts. Donc, il y a l'obligation de déclaration et puis l'obligation de paiement. Donc, le paiement de la taxe d'État de l'entrepreneur ou bien des micro-entreprises, parce qu'aujourd'hui, il s'agit des TPME, des petites entreprises, sont tenus d'être effectués au plus tard le 10 du mois. Au plus tard le 10 du mois. Alors, si ce n'est pas fait, le receveur des impôts, qui est le comptable public, a le droit d'aller réclamer l'argent de l'État. Tant qu'il envoie des papiers, tant qu'il vous appelle, on est dans une procédure de recouvrement à l'amiable. Mais à partir du moment où vous ne répondez pas, il va envoyer ce qu'on appelle un avis de mise en recouvrement. D'accord? Si vous ne répondez pas pendant 5 jours, au bout de 5 jours, il entame ce qu'on appelle la procédure de recouvrement forcé. Alors, pour revenir aux obligations d'assiette, je vais préciser une chose. Généralement, les petites entreprises disent, ah, mais bon, le gars des impôts est venu, il n'a pas, il sait même pas, il n'a pas d'éléments, et puis il me met un régime comme ça. Vous avez vu que dans les obligations comptables, il y a des documents qu'il faut détenir. Et donc, pour éviter que l'agent des impôts fasse des impositions ou bien des évaluations forfaitaires, il est important de tenir ces documents-là et de les présenter à l'agent des impôts chaque fois qu'il va vous les demander. Ça permet de se prémunir d'abus. Voilà. Alors, quand au bout de 5 jours, vous n'avez pas répondu à l'avis de mise en regroupement du receveur, il va procéder à ce qu'on appelle un recouvrement forcé. C'est-à-dire qu'il va, par tous les moyens, chercher à récupérer l'argent de l'État. Il faut le savoir. Il va envoyer une notification de commandement. Il va vous donner un délai de 10 jours. S'il y a un défaut de paiement, alors il rentre dans ce qu'on appelle des avis à tiers détenteurs. Vous dites, tous ceux qui détiennent de l'argent vous appartenant doivent désormais venir donner ça aux impôts. Alors, si ce n'est pas fait, en matière de foncier, par exemple, on va parler d'opposition à loyer. C'est là où on va dire aux locataires, le loyer que vous devez à l'État, venez nous donner ça. Si à partir de ce moment-là, on ne peut pas trouver de l'argent vous appartenant dans les banques ou chez d'éventuels débiteurs, on va alors procéder à des fermetures de magasins. C'est des mesures conservatoires pour contraindre le contribuable à venir. Et donc, il y a tout un tas de procédures pour dire que lorsque vous recevez un document de la part de l'administration fiscale, n'ayez pas peur. Dès que vous recevez ce document, rendez-vous dans le service des impôts. N'attendez pas. N'attendez pas pour dire non, on va laisser pourrir. Non. Laisser pourrir, c'est aggraver la situation. Laisser pourrir, c'est créer une carie fiscale. D'accord? Donc, il faut rapidement se déporter dans le service des impôts pour pouvoir régler, pour pouvoir échanger avec les responsables et puis trouver une solution. Alors, après l'assiette, on arrive dans les obligations de contrôle et puis les sanctions. Mais comme je l'ai dit, l'administration, le système fiscal est déclaratif. Donc, c'est vous qui faites vos déclarations. Et donc, l'administration va se réserver le droit de faire des contrôles. D'accord? C'est un pouvoir qui est dévolu à l'administration. Donc, si vous recevez des agents des impôts qui sont venus faire des contrôles, ou bien qui sont venus voir, vous devez vous assurer simplement qu'ils sont effectivement agents des impôts. Mais pour s'assurer, il doit y avoir des documents
Mais aujourd'hui, l'administration fiscale ne fait pas des contrôles au hasard parce qu'il y a différents types de contrôles. Ces contrôles-là sont programmés. Et les différentes formes de contrôle que les TPME peuvent subir, c'est le contrôle formel, qui va consister à contrôler les déclarations que vous faites avec certainement des enquêtes et recoupements que la DGI va faire. Nous avons aussi le contrôle sur pièce, d'accord, qui va demander qu'on confronte, c'est le contrôle de conformité. Mais ces contrôles-là vont se passer chez nous. Le contrôle sur pièce, vous ne serez informé du contrôle que lorsque vous allez recevoir un avis, hein, une notification provisoire de redressement. Redressement pour dire que ce que vous deviez déclarer normalement n'a pas été fait comme il se doit. Alors, l'administration considère que l'État a été lésé un peu. Donc, on va faire des redressements pour corriger. Ensuite, il y a les contrôles externes. Mais ça, c'est pour souvent les grandes entreprises. Mais les TPME peuvent être confrontés à ça. Il faut le savoir. D'accord? Quelles sont les sanctions à l'issue des contrôles? Bon, il y a les intérêts de l'État. D'abord, si quelqu'un devait payer 100 francs et qu'il a payé 75, la première différence, c'est les 25 francs qu'il doit payer. Ces 25 francs-là constituent le droit principal qui a été caché. Et ils vont appeler ça éludé. D'accord? Et à ces 25 francs, on va ajouter des intérêts de l'État parce que ça n'a pas été payé à temps. À ces 25 francs, on va ajouter des majorations de droits parce que l'État a été, on va dire, doublé. Au lieu de payer 25, au lieu de payer 100 francs, tu as payé 75, donc tu n'as pas payé la totalité. On va faire des majorations. Et il peut y avoir des amendes pour état ou défaut de déclaration de certains documents. Alors, mais les sanctions ne sont pas seulement pécuniaires, parce que ce qu'on dit là, c'est sur l'argent. Les sanctions ne sont pas seulement pécuniaires. Pécuniaire, ça veut dire l'argent. Alors, les sanctions peuvent être aussi pénales. C'est-à-dire qu'on peut mettre quelqu'un en prison parce qu'il n'a pas payé ses impôts. Ça, il faut le savoir. Mais comme je disais tout à l'heure, le contribuable n'a pas seulement que des devoirs, il a aussi des droits et l'administration n'est pas forcément toute puissante. L'administration peut avoir tort. Et quand l'administration a tort, il faut que le contribuable ait des garanties. Et dans ces garanties-là, nous avons le contentieux hiérarchique qui va amener, qui va conduire à un dégrèvement. Hein? C'est-à-dire qu'on a reçu un document de l'administration et on estime que l'imposition a été mal faite ou bien il y a eu une erreur parce qu'on vient d'étudier les taux. Si en appliquant le taux, on devait trouver 100 francs et que l'administration a mis 200 francs, on dit, là, il y a eu une erreur, il faut qu'on puisse corriger. Alors, on va diminuer la partie qui est en surimposition. Il y a le recours gracieux, c'est-à-dire qu'on écrit un courrier au directeur général des impôts pour dire, au regard des contraintes, au regard des difficultés que nous avons, je veux dire, avec des preuves à l'appui, hein, je prends l'exemple d'une entreprise qui a été sinistrée, mais qui doit payer son impôt. Hein. Il va écrire un courrier au DG pour dire, bon, au regard de tout ce qui est arrivé, nous n'avons pas la capacité financière de payer. Donc, monsieur le directeur, veuillez nous exonérer ou bien nous décharger de cette nature, de ce montant. Le DG va analyser et puis, par son pouvoir discrétionnaire, de son pouvoir, il va pouvoir annuler cette charge. Il y a la transaction fiscale. Vous allez voir, ça, c'est des négociations entre le contribuable et puis les responsables de l'administration. Mais quand on n'est pas satisfait de tout ça, on peut aller devant les tribunaux. Et aujourd'hui, c'est là où on parle de recours juridictionnel. Et ensuite, nous avons la commission mixte paritaire qui regroupe des entités de l'État, du patronat, du secteur privé et tout ça, pour, comme une cour d'arbitrage. Voilà, quand on estime qu'on a été victime d'abus, on peut s'adresser à la commission mixte paritaire. Après tout ça, il n'y a pas que la partie où on paye seulement, il y a aussi des mesures fiscales en faveur des PME. Par exemple, il y a un taux préférentiel en matière de TOB sur les agios bancaires lorsque on va contracter des prêts. Monsieur Il y a la Boadi, réduction.
Oui, Excusez-moi, hein, je vais vous couper. On va revenir sur cette partie-là tout à l'heure pour les oui, avantages. oui, Comme on a un peu avancé sur le temps, oui. on va prendre les autres interventions et puis on va revenir sur cette partie-là liée aux D'accord, avantages tout à l'heure. Je pense que d'accord, ok. c'était important que je puisse vraiment vous laisser bien nous expliquer parce que Oui, l'information, c'est le sujet de l'information est très crucial parce que oui, souvent les entrepreneurs n'ont pas l'information. Donc, ces absolument, absolument. informations que vous avez données sont très précieuses. Donc, c'est pour ça vraiment j'ai laissé vraiment le temps Mhm, que vous puissiez tous nous expliquer. Donc, les questions, si vous avez des mhm, questions déjà par rapport à ce qu'il a dit, vous pouvez déjà le mettre mhm. dans le chat et on va répertorier et tout à l'heure, on va répondre à toutes ces questions-là. Donc, à tout à Bon, l'heure, Monsieur Boisdi. oui, On va passer à la seconde intervention. Il s'agit de Monsieur Urich Agodo. Bonjour, Monsieur Urich. Oui, bonjour Madame Telebo, vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends très bien. Merci. Ok, super. Ah, Vous voulez bien mettre votre peut-être caméra, peut-être que ça sera plus Là, interactif. je partage un écran. Ah, d'accord, ok. Donc, allez-y. Est-ce Partagez votre que, écran. est-ce que vous voyez? Euh, oui, on voit très bien. C'est Donc, bon? oui, voilà, c'est Super. parfait. On va vous laisser intervenir sur donc, le sujet pour lequel vous êtes venu. Donc, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, bonjour à tous. Je suis Yuri Chagoudou, associé gérant du cabinet Golden Consulting International. Et c'est vraiment un plaisir d'être parmi vous. Aujourd'hui, le sujet concerne essentiellement les TPME, les toutes petites et moyennes entreprises. Alors, Monsieur Boisdi, tout à l'heure, merci beaucoup pour votre intervention. Je pense que vous avez été très précis sur l'ensemble des points que vous avez abordés. Moi, comme le dit mon métier, je suis conseil, d'accord? Conseil fiscal, diplômé en technique comptable, diplômé en droit des affaires fiscalité, spécialité fiscale. Aujourd'hui, j'accompagne les sociétés dans les traitements fiscaux, d'accord, dans toutes les opérations. Donc, je suis allé à la source, je suis allé voir le décret, bien évidemment, qui a défini les TPME en Côte d'Ivoire. Et ce décret-là se base pour la définition sur deux éléments essentiels. Le nombre de salariés, le nombre de personnes embauchées et le chiffre d'affaires généré par l'activité. Alors, le décret donne une définition globale, c'est-à-dire pour les petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire, il faut que ces sociétés-là, pour être dans ce lot, dans ce groupe, pour parler terre à terre comme M. Kouadi, il faut qu'elles emploient de manière permanente moins de 200 personnes et qu'elles réalisent un chiffre d'affaires hors taxe inférieur ou égal à 1 milliard de francs CFA. Ça, c'est vraiment la définition générique de TPME en Côte d'Ivoire. Mais dans cette définition-là, on prend en compte trois types de sociétés, d'accord, qui sont micro-entreprises, petites entreprises, moyennes entreprises. Mais ce qu'il faut retenir, c'est vraiment euh, le chiffre d'affaires que génère l'activité. Parce que c'est sur ça que l'administration fiscale va se baser pour ranger chaque entreprise dans un groupe. Là, tout à l'heure, M. Boadi a relevé ces quatre groupes qui constituent les régimes d'imposition en Côte d'Ivoire, le régime de l'entrepreneur, le régime des micro-entreprises, le régime réel simplifié, le régime normal. Alors, donc, on a un tableau qui spécifie clairement tout ce type d'obligations pour chaque entreprise. OK? J'ai été vraiment heureux d'entendre M. Boadi parler des centres de gestion agréés, les CGA, venant de
de l'administration fiscale, c'est un plaisir. Ça montre que, en réalité, l'administration fiscale n'est pas l'ennemi en question des sociétés. D'accord? Comme il a dit, chaque entreprise a cette obligation-là de reverser les impôts, pour ne pas dire le dû de l'État. OK, donc en termes d'avantages pour les régimes inférieurs, quand je parle de régime inférieur, je ne sais pas si vous voyez le tableau, on a les trois premiers régimes, la taxe communale de l'entrepreneur, la taxe d'État de l'entrepreneur et le régime des micro-entreprises. Vous allez voir que dans ce type de régime-là, l'impôt en principe est calculé, comme on l'a dit, M. Boisy l'a dit, je le dis, sur le chiffre d'affaires. D'accord? Donc, en fonction du chiffre d'affaires généré, on aura des taux qu'on va appliquer en fonction de l'activité, que ce soit du commerce, que ce soit des prestations de services, on va appliquer un taux. Mais le point sur lequel je veux m'attarder, c'est surtout sur le rôle que jouent les centres de gestion agréés. D'accord? Les centres de gestion agréés sont en principe créés pour accompagner toutes les entreprises qui sont dans un régime inférieur, en parlant de la TCE, la TEE et le RME. D'accord? Donc, ces centres-là vont en réalité effectuer tous les suivis sur vos opérations, c'est-à-dire en termes d'achat, en termes de vente, pardon, en termes d'activité, de réalisation de chiffre d'affaires, en termes de consignation, d'écriture comptable et autres, en termes de validation de vos états financiers, le centre de gestion agréé va vous accompagner pour toutes ces tâches techniques-là. D'accord? Mais il y a des conditions. J'ai suivi des clients où j'ai apporté mon expertise, on leur a dit simplement que c'est très intéressant dès le départ à la construction de la société d'adhérer à un centre de gestion agréé, le délai de 30 jours. D'accord? Une fois qu'on adhère au centre de gestion agréé, on ne paye pas plein pour la taxe. Donc la taxe est réduite en principe de moitié. Et durant toute toute la vie de l'entreprise, étant adhérent au CGA, vous allez payer moins d'impôts. Ça, c'est une partie d'optimisation fiscale. Pour les entreprises qui ont été déjà créées, on va regarder l'année suivante. On a un délai encore jusqu'au 31 janvier pour pouvoir adhérer à un centre de gestion agréé. Outre le centre de gestion agréé, on a aussi pour les micro-entreprises le fait d'être suivi par un cabinet d'expertise comptable ayant signé une convention avec la DGI. Dans ce cadre-là aussi, on optimise en termes d'impôts. On va payer moins d'impôts que prévu. Donc, vous voyez qu'en réalité, pour être dans l'entrepreneuriat, pour avoir sa société, il n'y a pas que les aspects techniques d'achat et vente qu'il faut avoir. Mais non, il faut bien évidemment regarder tout l'écosystème qu'il y a déjà au niveau juridique, au niveau comptable et au niveau fiscal. J'ai pour habitude de dire que la fiscalité, c'est le carrefour entre le droit et la comptabilité. Il faut vraiment maîtriser ces aspects-là pour pouvoir ne pas tuer sa société parce qu'en réalité, une société peut vivre sans payer ses impôts, mais lors d'un contrôle fiscal, l'administration, c'est-à-dire le redressement effectué, peut tuer définitivement la société parce qu'il faut dire que l'administration fiscale a une prescription de 3 ans. C'est-à-dire, si vous avez vécu, si la société vit sans payer ses impôts et que l'administration fiscale fait un redressement sur 3 années antérieures, vous voyez un peu ce que ça fait en termes de charges, en termes de droits simples et pénalités. C'est pour ça, il faut toujours, pour être à l'abri des redressements, des contrôles, il faut dans un premier temps, lors de l'établissement de votre business plan, il faut prendre attache à un conseil fiscal, un expert en fiscalité, qui va analyser le business plan, qui va vous donner l'ensemble des informations relatives à vos obligations liées à l'activité, qui va vous faire connaître bien évidemment les allègements fiscaux
le cas échéant, et qui va vous aider à mitiger les risques fiscaux. Parce que moi, j'ai pour l'habitude de dire que, et donc, partout où je suis passé en cabinet, en société, nous faisons un travail d'anticipation. Parce qu'en réalité, un redressement, c'est vraiment lourd pour toute société. D'accord? Donc, l'idéal, c'est de pouvoir anticiper. Et même souvent, quand il y a des décisions de gestion, parce qu'il peut y avoir une opération qui comporte des risques, et puis la société peut nous dire, bon, il n'y a pas de souci, on passe sur ce risque-là. Au moins, le risque est connu. D'accord? Dans ce cadre-là, on n'est pas surpris lors d'un contrôle quand on relève certains points qui font l'objet de redressement. En outre, pour éviter, bien évidemment, le redressement fiscal pour les entreprises déjà créées, hein, bien évidemment, il faut avoir une comptabilité cohérente. Pour tout ce qui est PME, ceux qui sont dans le régime inférieur, c'est vraiment déjà, si elle est membre d'un CGA, donc le CGA va s'occuper de tout ça, collecter toutes les informations comptables, toutes les pièces justificatives et tout. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est que lors du contrôle fiscal, l'administration vient rechercher des informations. Parce que bien évidemment, on a un système déclaratif. Lorsque la société déclare, derrière, il faut un contrôle. L'administration fiscale va venir vérifier l'exactitude de vos déclarations fiscales. Est-ce que ce que vous avez déclaré en termes d'impôt est correct? Et pour ce faire, l'administration part sur des éléments factuels, comptabilité, pièces justificatives. C'est pourquoi nous exhortons tous nos clients à garder minutieusement, précieusement, toutes les pièces qui justifient leurs opérations et à avoir une comptabilité cohérente, l'équilibre des comptes. D'accord? Il faut aussi faire des revues fiscales en fin d'exercice. Prendre attache avec un expert, prendre attache avec un cabinet en fiscalité pour faire des revues fiscales. En quoi va consister ces revues-là? Tout à l'heure, dans les définitions de M. Boadi, on a vu qu'il y a des thèmes spécifiques à l'activité. On a parlé d'assiettes, il a parlé d'assiettes, de recettes. En réalité, pour éviter des erreurs dans nos déclarations, pour éviter de déclarer moins que qu'on doit en fait déclarer à l'administration, il faut bien évidemment bien déterminer la base imposable de nos impôts. Comme je l'ai dit, pour ceux qui sont dans le régime inférieur, en principe, c'est l'assiette, c'est le chiffre d'affaires. Donc, il va falloir très bien recouper le chiffre d'affaires à partir des opérations effectuées, à partir de nos factures qu'on a adressées à nos clients. Il va falloir très bien comptabiliser ces produits-là qui vont entrer dans nos grands livres et journaux comptables. Et derrière, il va falloir aller maintenant déterminer ces bases imposables. Il va falloir aller le chiffrer. C'est ce qu'on appelle dans notre langage fiscal la liquidation. Une fois que la base imposable est déterminée, on va aller maintenant appliquer le taux afférent au type d'impôt, au type de la taxe, et puis déterminer l'impôt à payer. Une fois qu'on a déterminé l'impôt à payer, bien évidemment, nous, en tant que société, on va faire la déclaration, on va passer au recouvrement. Le recouvrement, en réalité, c'est un, c'est une des prérogatives de l'administration fiscale qui va venir vous rappeler chaque mois, ça dépend du régime d'imposition dans lequel vous êtes. Si vous êtes dans le régime inférieur, c'est chaque 18 mois, par un avis d'imposition, vous rappelez que vous devez verser les impôts. Donc, l'administration va effectuer le recouvrement. Pour ceux qui sont du régime supérieur, c'est-à-dire au réel simplifié ou au réel normal, en fonction du type d'activité, vous avez votre délai de déclaration.
soit le 10 pour ceux qui sont dans certains industriels, pétroliers, etc. Le 15 pour ceux qui sont vraiment dans tout ce qui est commerce, livraison de biens, etc. Et le 20 de chaque mois pour ceux qui sont qui effectuent des activités de prestation de services. D'accord? Donc, chaque mois, vous devez aller déterminer la base imposable. Vous devez aller déterminer l'impôt à payer, c'est-à-dire la liquidation, et vous devez effectuer vos déclarations et le paiement, bien évidemment, parce qu'il ne faut pas faire uniquement des déclarations sans paiement. Il faut faire des déclarations et payer l'impôt. Donc, il faut être, bien évidemment, un érudit ou avoir toutes ces informations-là pour ne pas faire des déclarations. Ça va dans les deux sens. Soit on fait des déclarations à tort, c'est-à-dire on paye plus que prévu, ou on fait des insuffisances de déclarations, on paye moins que prévu. Parce qu'en réalité, j'ai pour habitude de dire que l'optimisation fiscale, ce n'est pas en réalité de payer moins d'impôts que prévu. C'est en réalité de payer le juste impôt. La première définition de l'optimisation fiscale, c'est ça, payer le juste impôt pour ne pas être à risque. La deuxième définition, c'est de se servir des avantages fiscaux qu'on a pour pouvoir payer moins d'impôts que prévu. Et ça, le Code général des impôts a des allègements en fonction, bien évidemment, de l'activité que la société exerce. Pour terminer, il faut avoir un manuel de procédure fiscale. Ça, c'est un combat que j'ai depuis maintenant quelques années dans toutes les structures où je suis passé. Parce qu'en réalité, il faut déjà maîtriser l'activité qu'on qu'on exerce. Il faut maîtriser le secteur d'activité dans lequel on est. Mais aussi, il faut, en termes techniques comptables, techniques fiscales, techniques juridiques, connaître les tenants et les aboutissants de toutes les opérations qu'on mène pour ne pas être à risque. Donc, le manuel de procédure fiscale va permettre à tout type de société d'avoir une visibilité sur les conséquences de leur écriture comptable en fonction de l'activité. D'accord? Je prends un exemple. On est dans on effectue par exemple une activité de vente en ligne ou de vente tout simplement. D'accord? On s'est dit que cette activité de vente, il y a des opérations en réalité qui peuvent être exonérées ou pas. Mais bien évidemment, il faut avoir cette notion d'exonération qui qui est portée par l'activité que nous sommes en train de faire. Si on n'a pas cette notion, bien évidemment qu'on paye les impôts à tort dessus. Parce que comme j'ai pour habitude de dire, par certaines activités, l'administration fiscale n'est pas super rigide. Par certaines activités, l'administration fiscale a des allègements. Et pour bénéficier de ces allègements-là, il faut connaître, il faut avoir les dispositions pour. D'accord? Donc, le manuel de procédure fiscale va vous dire de manière très claire, dans le secteur d'activité dans lequel vous êtes, voici, par exemple, les allègements que vous avez. Quand vous comptabilisez une opération d'une manière, voici les incidences au niveau fiscal qui en découlent. Donc, ça sera un document qui va permettre même à tous les entrepreneurs et aux équipes de savoir en amont si les opérations effectuées comportent des risques fiscaux ou pas. Donc, c'est un élément aussi très important qu'il va falloir bien évidemment euh, accepter dans notre quotidien pour pouvoir nous empêcher à chaque fois de faire l'objet de redressement
et d'augmenter nos charges. Je pense que je vais m'arrêter là aujourd'hui pour mon intervention et j'espère que j'ai répondu à vos attentes et je suis bien évidemment ouvert pour des questions, des préoccupations, le cas échéant. Merci. Merci beaucoup, Ulrich, pour ton intervention. Les questions continuent à arriver, hein, donc je vais vous laisser finir d'intervenir et puis vous faire part de ces questions-là. Donc, on va passer au troisième et dernier intervenant du jour, qui est Monsieur Ano Wadja, qui va nous parler des obligations sociales des employeurs et voilà, ça compte aussi parmi les taxes dont sont sujets les TPME. Donc, il va nous expliquer quelles sont ces obligations légales, sociales en matière de couverture sociale, donc tout ce qui est déclaration, etc. à faire, paiement. Et il va aussi, s'il peut, hein, nous parler des avantages pour les salariés. Voilà. Et les sanctions, bien sûr, en cas de non-conformité. Donc, merci, Monsieur Ano Wadja, de nous avoir, d'être venu remplacer Monsieur Boué vraiment à la dernière minute. Merci infiniment, à la CNPS d'avoir tenu cet engagement. Donc, je vous laisse, vous avez la parole sur, les obligations sociales dont fait l'objet les TPE. Merci, madame. Merci à tous les participants. Comme vous l'avez dit, je remplace au pif Monsieur Hué. Donc, vraiment, je veux m'excuser pour le bruit éventuel, parce que je ne suis pas dans des conditions adéquates, comme vous le constatez vous-même. Voilà. Donc, je vais essayer de minimiser au maximum le bruit extérieur. Mais si par moment il y a un peu de bruit, je tiens à m'excuser. Voilà. Donc, la Caisse nationale de prévoyance sociale, j'ai écouté les autres intervenants et je vais revenir sur une petite anecdote que très souvent, qui nous revient très souvent de la part de certains de nos partenaires sociaux, que sont les employeurs. Et ils disent, non, en fait, on a trop de taxes à payer, trop d'impôts, voilà, donc la sécurité sociale. Je vais donc essayer dans un premier temps d'expliquer c'est quoi la sécurité sociale parce qu'elle est méconnue un peu par la plupart de nos concitoyens. Et puis ensuite, je vais revenir sur ce qui doit faire donc l'objet de notre échange, c'est-à-dire quelles sont les obligations sociales que les employeurs que vous êtes donc avez vis-à-vis donc de l'institution CNPS. Il faut dire que la sécurité sociale, c'est un mécanisme qui est mis en place pour pouvoir aider la population dans son ensemble à faire face à ce qu'on appelle les risques sociaux. Les risques sociaux, ce sont l'ensemble donc des risques qui peuvent faire que nos revenus soient complètement à la baisse. On pourra parler par exemple de la naissance, de la maladie et peut-être de la retraite, par exemple. Et puis, on peut parler aussi des pertes de revenus, des risques qui entraînent une perte totale des revenus. Ça peut être, par exemple, une invalidité, ça peut être un accident de travail, maladie professionnelle qui nous fait perdre notre emploi. Et puis même, on pourrait ajouter, par exemple, la retraite. Donc, face à tous ces risques sociaux-là, il y a un ensemble de mécanismes qui est mis en place pour aider la population à y faire face. C'est ce qu'on va appeler la sécurité sociale. Donc, la Côte d'Ivoire, qui n'est pas en marge du contexte international, va mettre en place également, parce qu'il y a des conventions internationales qui demandent à ce qu'on puisse faire en sorte que toute la population soit couverte contre les risques sociaux, va mettre en place le régime de sécurité sociale. Donc, le régime de sécurité sociale en Côte d'Ivoire va avoir plusieurs ramifications. On aura donc les travailleurs du secteur, on n'a pas dit les fonctionnaires qui sont couverts par la SEGRAE, on a la CNPS qui couvre donc les salariés. Et puis, on a le risque maladie qui est couvert par la Caisse nationale d'assurance maladie. Soit dit en passant que la CNPS, en plus de couvrir les travailleurs salariés que vous êtes, sur lesquels on va s'attarder depuis 2019, a également
la couverture des travailleurs indépendants. Voilà, donc tous ceux qu'on appelle travailleurs indépendants qui ne sont pas dans le domaine des travailleurs salariés. Tout à l'heure, qu'on va définir la notion de travailleur salarié, vous comprendrez pourquoi on parle d'indépendants et on parle de salariés. Donc, on va dire que avec ces différents organismes, l'objectif, c'est de couvrir à terme, avoir une sorte de sécurité sociale pour pratiquement toute la population. Donc, permettre à ce que toute la population soit couverte contre ce qu'on appelle les risques sociaux. Maintenant, quelles sont les obligations des entreprises en matière de sécurité sociale? Il faut dire que la loi fait obligation aux entreprises de se déclarer à la CNPS. On va citer donc deux textes de loi. On va citer d'abord le Code du travail à son article 2, qui va définir la notion de travailleur salarié. Et puis, on a le Code de prévoyance sociale qui va reprendre donc l'article 2 du Code du travail à son article 5. Donc, elle va définir la notion de travailleur salarié. Mais donc, le Code de prévoyance sociale dit ceci, je cite, est obligatoirement affilié à la CNPS tout employeur occupant des travailleurs salariés tels que visés à l'article 2 du Code du travail. Et ce, dès le premier embauchage. C'est-à-dire, dès que vous embauchez un travailleur, que ce soit embauché en CDD ou en CDI, tel que le dit le Code 2 du Code du travail, automatiquement, vous êtes dans l'obligation de déclarer ce dernier-là à la CNPS. Donc, que dit le Code du travail à son article 2? Elle va retenir trois éléments fondamentaux pour définir la notion de travailleur salarié, qui doit donc être déclaré obligatoirement à la CNPS. Donc, une une activité professionnelle qui est exercée par une personne, pour laquelle on va lui verser donc une rémunération, qu'elle soit horaire, journalière ou bien mensuelle. Et puis, il y a un lien de subordination qui existe entre l'employeur, c'est-à-dire la personne pour qui la personne exerce l'activité, et nous. Donc, lorsque ces trois conditions sont réunies, la plus importante qui est l'activité professionnelle et le lien de subordination, on parle automatiquement de travailleurs salariés. Ça veut dire, si quelqu'un vient dans votre entreprise, vous le prenez en contrat à durée déterminée, le premier jour où il vient dans votre entreprise, automatiquement, vous êtes dans l'obligation de le déclarer à la Caisse nationale de sécurité sociale. Maintenant, euh, qu'est-ce que, quels sont les documents nécessaires pour déclarer le travailleur salarié? Il faut dire que dans un premier temps, le plus important, c'est de déclarer son activité en soi-même. Pourquoi? Parce que la déclaration des travailleurs salariés découle de la déclaration de l'entreprise. Donc, c'est l'entreprise qui exerce, par exemple, qui embauche ou bien qui a un travailleur qui remplit les conditions définies dans le Code du travail, qui est dans l'obligation de se déclarer d'abord à la CNPS. Et lorsqu'elle se déclare à la CNPS, parce qu'elle a des travailleurs qui répondent à la description qu'on a donnée tout à l'heure, aux conditions qu'on a données tout à l'heure, elle également, elle va déclarer ses travailleurs à la CNPS. Donc, l'entreprise se déclare à la CNPS d'abord. Si c'est une nouvelle entreprise qui est constituée, elle va le faire via le guichet unique. Donc, le guichet unique de formalité des entreprises qu'on appelle le GUF. Là-bas, elle va avoir son numéro de registre de commerce, son code export. Elle va avoir son numéro CNPS et tous les documents qui vont avec. Et puis ensuite, si elle n'a pas de travail salarié dans un premier temps, elle déclare juste l'entreprise. Quand elle a un premier travail, c'est-à-dire que l'entreprise commence réellement à exercer son activité, elle va maintenant déclarer les travailleurs salariés et quelles sont les pièces dont elle a besoin pour déclarer les travailleurs salariés. On va vous les communiquer un peu plus tard, mais on a besoin pour ces pièces-là d'une pièce d'identité valable, c'est-à-dire un extrait de naissance, la carte CNI, le passeport pour les étrangers, la carte des résidents ou autre, et puis une photo d'identité. Donc, c'est à partir de ces documents qu'elle va déclarer son entreprise et déclare le travailleur. Donc, l'entreprise va avoir deux numéros. D'abord, le numéro employeur, qui est un numéro qui est délivré à l'entreprise à son immatriculation. Et puis, il y a également le numéro travailleur. Donc, chaque travailleur qui est affilié à l'entreprise de facto, parce que l'entreprise donc
déclaré à la CNPS va recevoir également un numéro. Donc, on aura donc le numéro travailleur, on a le numéro employeur. Pourquoi c'est important? Parce qu'en réalité, c'est pour les travailleurs que l'entreprise effectue les déclarations. On est dans un système donc déclaratif, c'est-à-dire il appartient à l'entreprise de déclarer, comme cela s'est fait dans l'administration fiscale, ses cotisations sociales. Ces cotisations-là vont donc être assises sur les revenus qu'elle verse à ses différents travailleurs. Deux notions sont à retenir pour l'assiette de cotisation. On va retenir que l'assiette de cotisation, c'est l'ensemble des revenus qui est reversé aux travailleurs, moins ceux qui ont un caractère de remboursement des frais. Par exemple, pour les remboursements des frais, ce sera, on pourra dire que je peux dire la prime de transport jusqu'au plafond non imposable, c'est-à-dire jusqu'à 30 000 francs. Au-delà de 30 000 francs, ça rentre dans l'assiette de cotisation. On aura la prime de tenue, etc., pour un certain pourcentage qui rentre dans l'assiette. Mais ce qu'on doit retenir, c'est que tous les avantages dont bénéficie le travailleur, que ce soit les avantages qui figurent sur son bulletin de salaire, que les avantages en nature pour un certain seuil vont rentrer dans l'assiette de cotisation. Maintenant, l'assiette de cotisation, il y a ce qu'on appelle, on va retenir deux éléments, c'est-à-dire le plancher et le plafond. Le plancher, c'est-à-dire le plus petit revenu qu'on peut déclarer au niveau de l'assiette de cotisation, c'est le SMIC. Ça veut dire qu'on ne peut pas déclarer une cotisation pour son travailleur si le montant est inférieur au SMIC. On doit le ramener automatiquement au SMIC. Pourquoi? Parce que le SMIC, c'est le plus petit revenu qu'on puisse reverser à un travailleur. C'est comme ça. Et le plafond, c'est 45 fois le SMIC, c'est-à-dire si le revenu d'un des travailleurs est supérieur à 3 375 000, parce que c'est cela le plafond, le surplus ne rentre pas dans l'assiette de cotisation. Mais si le revenu est inférieur à ce montant-là, c'est-à-dire de 75 000 jusqu'à 3 375 000, tout ce montant donc est inclus dans l'assiette des cotisations. Il y a des cotisations qui sont à la charge exclusive de l'employeur. Il y a d'autres qui sont à la charge du travailleur. L'employeur, par exemple, il va supporter les cotisations pour les prestations familiales. On va revenir après sur les prestations en détail, mais les cotisations sont payées pour les prestations familiales, pour l'assurance maternité, pour l'accident de travail et puis pour la retraite. Pour les trois premières prestations que j'ai citées, c'est-à-dire les prestations familiales, l'assurance maternité et l'accident de travail, c'est à la charge exclusive de l'employeur. Mais il y a une autre notion qui vient à ce niveau, c'est que ce n'est pas tout le revenu qu'on prend et qu'on déclare pour ces prestations-ci. C'est exclusivement 75 000 francs qu'on prélève sur chaque travailleur par mois. Mais il y a un taux pour les prestations familiales, c'est 5%. Pour l'assurance maternité, c'est 0,75%. Et pour l'accident de travail, c'est entre 2 et 5% selon donc le secteur d'activité dans lequel l'entreprise exerce. Je vais donner un exemple. Si mon travailleur, mon salarié est payé à 150 000, pour les prestations familiales, l'assiette, c'est 75 000. Et les prestations familiales est à un taux de 5%. Je vais prendre 5% donc de 75 000 pour son assiette de cotisation. Idem pour l'assurance maternité, 0,75% des 75 000. Et l'accident de travail, j'ai dit, c'est de 2 à 5% selon les secteurs d'activité. Les secteurs qui vont à 5% sont les secteurs où le risque, c'est-à-dire la dangerosité de l'activité est le plus élevé. On va parler, par exemple, des bâtiments, des travaux publics et tout le transport. Pour l'assurance vieillesse, c'est une particularité, c'est que la charge est répartie entre l'employeur et le salarié. Et c'est au niveau de l'assurance vieillesse qu'on prend la totalité du revenu qui rentre dans l'assiette. Donc, on aura, par exemple, pour un salarié qui est payé à 500 000 francs, qui reçoit un revenu de 500 000 francs, on aura donc 14% de cotisation, 7,7% seront à la charge de l'employeur et puis 6,3% seront à la charge du travailleur. Ça veut dire quoi? À la fin du mois,
quand je fais ma paie, je vais donc prélever 6,3% sur le revenu de mon travailleur et puis je vais donc compléter avec les autres charges qui sont à les autres cotisations qui sont moi à ma charge exclusive. Et c'est cet ensemble que je vais réunir et aller reverser donc à la CNPS. Voilà. Donc, l'employeur doit faire cet exercice chaque mois, selon qu'on est mensuel ou trimestriel. On est mensuel si on a un effectif salarié de plus de 20 salariés. On est trimestriel si notre effectif est compris entre un salarié et 19 salariés. Mais soit dit en passant, l'employeur peut décider lui-même de payer au mois. Mais la sécurité sociale ne va lui réclamer disons, les cotisations seulement qu'au trimestre, si bien sûr il est trimestriel. Mais ça peut dépendre de lui, il peut décider de verser ses cotisations au mois. Mais l'employeur qui a plus de 20 salariés, c'est obligé pour lui que de faire ses déclarations au mois. À qui incombe la déclaration des cotisations? Exclusivement l'employeur. L'employeur, selon l'article 21 du Code de prévention sociale, est responsable du reversement des cotisations. Donc, il lui appartient de prélever ces cotisations et de les reverser. Le travailleur ne peut pas s'opposer au précompte de l'employeur. Il faut noter cela, c'est très important. Parce qu'on reçoit parfois des employeurs qui disent que mon salarié, il a dit que non, lui ne veut pas que je le prélève parce qu'il a trouvé que son salaire, c'est petit. Si un employeur agit de cette façon, ce qui va se passer, quand il aura un contrôle, il va devoir supporter et la charge salariale et la charge patronale. Donc, l'employeur doit faire comprendre à son salarié, c'est-à-dire que le salarié ne peut même pas dire qu'il ne veut pas. L'employeur prélève automatiquement et les reverse. Maintenant, on peut dire que peut-être s'il avait gardé un employeur, il va entrer en négociation, mais il lui appartient de faire comprendre à ce salarié-là. Parce qu'en réalité, ce dernier ne peut pas s'opposer donc à ce fait-là. Donc, je disais, la date limite, la date d'exigibilité des cotisations, c'est le 15 du mois suivant euh, le mois en cours, quand on est mensuel, c'est-à-dire si je dois payer les cotisations du mois de novembre, c'est le 15 décembre qui est la date limite d'exigibilité. Si je cite trimestriel, c'est le 15 du mois suivant le trimestre échu. Donc, par exemple, si ma déclaration de janvier, février, mars, j'ai jusqu'au 15 avril pour faire la déclaration et puis verser les cotisations aux besoins. Donc, les cotisations, les paiements des cotisations se font via plusieurs canaux. On a les mécanismes de paiement en ligne. On fait les paiements donc en ligne, c'est ce qu'on appelle les virements en ligne. Mais l'employeur peut déjà même faire un virement, il peut déposer des chèques. On fait les paiements également par les solutions Global Money, mais c'est via un portail qu'on a mis à la disposition des employeurs qu'on appelle ICNPS. Soit dit en passant, c'est au travers de ce portail qu'on appelle ICNPS que les employeurs peuvent faire disons, les formalités de déclaration de leurs travailleurs. Une fois qu'ils ont obtenu leur numéro CNPS, ils ouvrent un compte sur cette application ICNPS et sans même avoir à venir à la CNPS, ils font donc le dépôt des pièces exigées pour la déclaration du travailleur. Et quand ils le font, ils reçoivent par derrière les numéros de ces salariés et puis bon, ils font les déclarations également en ligne via le portail. S'ils savaient que vous avez des difficultés pour le faire, vous pouvez vous rendre dans une agence de la CNPS. On va donc vous former à l'utilisation de ce portail. L'objectif de ce portail, c'est vraiment vous rendre autonome, c'est d'éviter que vous venez régulièrement à nos services parce qu'on sait que vous êtes très occupés. Donc, on a dématérialisé au matériel, disons, nos prestations pour que vous puissiez vraiment, de là où vous êtes dans votre entreprise, sacrifier donc à ces formalités administratives. Quelles sont les sanctions? Donc, on va terminer avec les sanctions. Quelles sont les sanctions lorsque on ne sacrifie pas à ses obligations légales? Il faut dire qu'on a plusieurs types de sanctions. Par exemple, si l'entreprise ne déclare pas ses cotisations, il y a ce qu'on appelle la déclaration forfaitaire. C'est-à-dire, je suis un employé trimestriel parce que la plupart d'entre vous allaient être certainement dans cette tranche-là, les trimestriels, c'est-à-dire entre 1 et 19 salariés. Quand j'arrive au 15 du mois suivant le trimestre et que je n'ai pas versé ma cotisation, je n'ai pas déclaré ma cotisation déjà,
et puis je ne vais pas sacrifier donc à l'obligation de payer. La CNPS, au 15 avril, par exemple, va constater que telle entreprise n'a pas fait sa déclaration, procédé à sa déclaration. Elle va faire ce qu'on appelle une déclaration d'office, qui est la déclaration qui s'aligne sur celle qu'on a fait les trimestres précédents, auquel on va majorer. Voilà. Donc, la sanction, ça sera la majoration qui va venir s'ajouter sur cette déclaration des trimestres précédents. Et puis, on va vous la notifier. Vous avez 8 jours pour réagir, parce qu'on s'est dit que ça peut être un oubli. Dans la période de 8 jours, vous avez la possibilité de faire la bonne déclaration via le canal ICNPS que j'ai signalé tout à l'heure. Si ce n'est pas fait, on va transférer cette cotisation-là sur votre compte et ça devient une cotisation due. Si les paiements n'interviennent pas après les 8 jours, on va donc vous envoyer une mise en demeure. La mise en demeure qui va vous donner 15 jours, de 15 à 30 jours pour payer vos cotisations. Si les paiements des cotisations n'interviennent pas d'ici là, vous allez recevoir une contrainte signée par le président du tribunal, qui est un jugement par défaut, et puis on va enclencher la procédure en recouvrement forcé. Mais il faut dire que généralement, la CNPS, son objectif, ce n'est pas de déclencher la procédure en recouvrement forcé. Loin de là, nous avons des équipes qui vont régulièrement vers les employeurs pour essayer de recueillir leurs difficultés et puis essayer donc de les accompagner le mieux qu'il faut pour qu'elles puissent déclarer leurs cotisations et puis payer. Si elles rencontrent des difficultés, on signe par moment des échéanciers, voilà, des échelonnements de la dette pour permettre à l'entreprise de payer ses cotisations. Parce que nous sommes partenaires, notre objectif, ce n'est pas donc d'acculer les entreprises, mais non, bien au contraire, c'est de les accompagner. Maintenant, quelles sont les prestations? On va terminer donc avec les prestations. Les différentes prestations, je les avais citées tantôt. J'ai cité les prestations familiales. Les prestations familiales, elles sont servies aux travailleurs exclusivement. Qu'est-ce que les prestations familiales? On a l'allocation familiale qui est 5 000 francs par mois pour tout travailleur salarié. Donc, chaque travailleur salarié qui est marié, qui a des enfants, elle déclare donc ses enfants à la CNPS et chaque mois, et donc va recevoir 5 000 francs. Bientôt, ça va passer à 7 500, on attend que le décret soit validé. Donc, 5 000 francs par mois, par enfant, mais c'est payable au trimestre. Donc, si vous avez des travailleurs pour qui vous payez les cotisations, des travailleurs qui sont même déclarés, que vous soyez à jour ou pas, il faut qu'ils déposent les documents nécessaires, ils rentrent en contact avec la CNPS, on leur communique donc les documents nécessaires qu'ils vont déposer pour que chaque trimestre, donc, ils bénéficient de cette somme. Donc, imaginez un peu un travailleur qui a 4-5 enfants. On va prendre 5 000 francs multipliés par 5 enfants au trimestre. Vous voyez que ça fait quand même un bon facteur. On a également d'autres prestations qui sont liées à la maternité. On a l'assurance maternité. Donc, normalement, si vous avez une femme dans votre entreprise, à 7 mois et demi, vous devez arrêter le travail pour informer la CNPS. Elle dépose les papiers nécessaires. Elle est prise en charge par la CNPS. C'est-à-dire, le salaire que vous devez lui reverser, c'est la CNPS qui le reverse entièrement jusqu'à ce qu'elle accouche. Donc, on a 98 jours, euh, un mois et demi avant l'accouchement et puis un autre mois et demi après l'accouchement. Donc, c'est pris en charge entièrement par la CNPS, histoire donc de protéger la mère et l'enfant et permettre à ce que vous, les employeurs, également, vous puissiez peut-être prendre quelqu'un d'autre en remplacement. Voilà. Vous ne supportez pas la charge de cet employé-ci là. Et quand elle a fini ses 3 mois, elle revient récupérer donc son poste. Donc, l'assurance maladie et maternité, pardon, j'ai cité tantôt. On a également la retraite, qui est la prestation que tout le monde connaît. On assimile généralement à la CNPS à la retraite. Voilà, la retraite, il y a plusieurs autres. Il y a la retraite euh, qu'on appelle la pension viagère. Quand on a cotisé plus de 15 années, on a droit à une retraite viagère. Et cette retraite-là, elle peut être transmise à ses ayants droit quand on n'est plus, quand on est décédé, à sa femme et à ses enfants. Voilà, sous certaines conditions. Voilà, si la femme on est marié légalement, elle va bénéficier donc de cette retraite si on n'est plus, qu'on soit en activité même, si on est en activité et qu'on décède, elle peut bénéficier également. On a également, j'ai cité la retraite viagère, on a l'allocation unique. Si on n'a pas rempli les conditions de 15 ans, on va donc recevoir un montant en une fois. Et puis, voilà, on est quitte vis-à-vis de la sécurité sociale. Donc, voilà un peu, pour ne pas être trop long, j'ai vu que j'avais 10 minutes. Je pense que j'ai vraiment épuisé le temps
qui m'étaient imparties. Voilà donc les prestations dont on bénéficie quand on est déclaré, son travail est déclaré à la CNPS. S'il y a d'autres questions, on va pouvoir y revenir. Et quand on ne déclare pas son entreprise, autre sanction, c'est on a un corps de contrôleurs employeurs. Les contrôleurs employeurs sont chargés d'aller rechercher les entreprises qui font le travail dissimulé. Quand elles sont décelées, dénichées, il y a des fortes sanctions. Il y a les entreprises qui sous-déclarent les cotisations. Les contrôleurs également, leur rôle, c'est d'aller vérifier dans les différents livres comptables pour s'assurer que la déclaration est faite comme il se doit et au besoin, elle procède à des redressements au passif donc, de l'employeur. Donc, comme je le disais, pour ne pas être trop long, je vais donc m'arrêter là. Et s'il y a des questions bien précises, voilà, donc on va se faire fort d'éclairer la lanterne donc, des participants. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Merci infiniment. Merci à tous les trois déjà, hein, parce que le sujet a beaucoup intéressé. Il y a beaucoup de questions quand même. Donc, je vais quand même démarrer au fur et à mesure. Vous pouvez encore envoyer vos questions, mais vu le nombre de questions, on risque de ne pas pouvoir répondre à tout. Mais bon, j'y vais. On fait au mieux. Les intervenants aussi, vraiment, dans vos réponses, si vous pouvez être assez succinct et puis aller droit au but. Comme ça, on répond à un maximum de questions. Alors, les premières questions sont les suivantes. Donc, adressées aux fiscalistes. Pour vous, fiscalistes et expérimentés dans le domaine, quelles sont les études à faire pour être comptable fiscaliste assorti? Alors, les études. Déjà, je pense que là, aujourd'hui, le marché de l'emploi est un peu plus strict. Donc, déjà un master en, en fiscalité. Et puis, il va falloir affiner sa technique comptable. Parce que en réalité, si on veut faire la fiscalité pure et simple, on ne peut pas s'arrêter seulement qu'au nom. Il faut aller savoir lire des comptes, il faut interpréter ces comptes-là, il faut même faire de l'optimisation fiscale à partir des écritures comptables. Donc, je dirais technique comptable, technique fiscale. Voilà. OK, merci. Pour cette question, je pense que c'est adressé à M. Boisdi. Pourriez-vous revenir sur les voies de recours en cas de contestation à l'issue d'un contrôle fiscal? Donc, les voies de recours en cas de contestation à l'issue d'un contrôle fiscal. Monsieur Boisdi, vous êtes là? Oui, Allô, on me reçoit? oui, oui, on vous entend là. D'accord, ok. Alors, je vais revenir. Laissez-moi revenir dessus. Alors, les cas de recours. D'abord, il y a le recours hiérarchique. On me reçoit? Oui, oui, on vous entend bien. Voilà, le recours hiérarchique. C'est-à-dire quoi? Que, bon, avant, je voulais remercier tous les participants, tous les intervenants aussi. Pour aller vite, nous avons le recours hiérarchique, c'est-à-dire que on reçoit, par exemple, une taxation d'office. La taxation d'office, c'est le document que l'administration va envoyer pour dire que, monsieur, comme à telle date, vous deviez faire votre déclaration et que vous ne l'avez pas faite, alors l'administration se substitue à vous, elle vous remplace et puis elle fait la déclaration. Mais comme vous n'êtes pas d'accord, d'accord, c'est vrai que c'est une taxation d'office qui ne doit pas faire l'objet de débat, mais comme vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez écrire déjà au chef de service d'assiette ou bien au directeur régional pour dire non, c'est vrai, je n'ai pas fait ma déclaration, mais la taxation d'office qu'on vient de me faire là, j'estime que c'est un peu élevé. Ça, c'est le recours hiérarchique, c'est-à-dire le chef de celui qui a envoyé le papier. D'accord. Ensuite, quand on n'est pas satisfait et qu'on estime qu'on a été lésé, mais qu'on ne peut pas, on peut maintenant s'adresser au DG des impôts pour dire, monsieur le directeur, voilà, j'ai été, mais je n'arrive pas à le faire, je n'arrive pas à payer. Je vous prie
en votre qualité de directeur général, de me décharger de ce montant-là. Bien entendu, il faut que ce soit accompagné de preuves. Et l'administration va analyser. C'est là où on parle de recours gracieux. Ensuite, il y a la transaction fiscale où le contribuable va aller voir l'administration, c'est-à-dire le responsable de l'administration, pour dire que la charge fiscale, c'est vrai que à l'issue du contrôle, à l'issue du redressement, je dois payer tel montant. Mais franchement, certainement que j'ai dû comptabiliser dans mon chiffre d'affaires des débouts, par exemple, des montants qui en réalité sont qui sont pas dans mes produits parce que c'est pas moi qui les ai encaissés. Mais j'ai fait une mauvaise comptabilisation et c'est pour ça que le contrôle donne euh, des montants que je dois payer en plus. L'administration va analyser et puis dire, bon, comme tu es venu, ou bien tu t'es rendu compte que tu t'as fait des erreurs, ça dépend du bon vouloir du responsable. Je dis, bon, au lieu de payer 10, il faut payer 6, il faut payer 4. C'est une transaction fiscale. C'est une négociation qu'on fait avec l'administration fiscale. Mais quand on n'est pas d'accord pour tout ça, on n'est pas content. Parce Monsieur qu'on peut Boadi, passer par... ok, allez-y. Voilà. On peut maintenant aller devant la justice. Et à côté de ça, il y a la commission mixte paritaire qui peut intervenir pour les contribuables aussi. Voilà. D'accord, merci. Question suivante. Euh, Comment faire lorsqu'on a confié la création administrative de notre société à un tiers et qui nous a enregistrés au régime de la TEE alors que nous ne faisons pas un chiffre d'affaires supérieur à 5 millions à l'année? OK. Il faut rapidement écrire au directeur régional pour dire qu'il y a une erreur d'imposition. Ça, c'est un cas pratique. Il faut rapidement écrire au directeur régional pour signaler l'erreur d'imposition, l'erreur de régime d'imposition. D'accord. Voilà, parce que si vous commencez à travailler alors que ce n'est pas fait, vous risquez de rester dans ce régime-là pendant au moins 3 ans. OK, d'accord. Il y a une autre question concernant la TEE. Où se procurer les registres comptables pour les TEE? Alors, pour aller plus vite, pour la TEE, à la librairie de France, par exemple, on a des cahiers de recettes dépenses. On peut aller à la librairie de France, acheter des cahiers de recettes dépenses et bien les enregistrer. Mais je conseille toujours, c'est vrai qu'on n'est pas encore arrivé sur les mesures de faveur, mais je conseille toujours, comme l'a dit M. Ulrich, de se faire accompagner par des professionnels en la matière. Il y a les cahiers de registre dépenses, recettes dépenses. Maintenant, si on n'a pas eu de cahier de recettes dépenses, on peut prendre un cahier de 200 pages, 300 pages, et puis noter au fur et à mesure ses recettes et conserver ses factures d'achat et autres. Tout est une question de bonne foi et de preuves factuelles. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. D'accord. Une question pour Monsieur Wadja. Est-ce que les entreprises ont également l'obligation de faire déclarer des stagiaires, stages école ou professionnels? Monsieur Wadja, vous êtes là? Oui, je suis là. J'ai fait Oui. ce qui est Il comme- demande, est-ce que les entreprises ont obligation de faire déclarer des stagiaires dans les cas de stage école ou professionnel? Donc, ça me permet de faire un focus sur la notion de stagiaire. Pour dire que je vais répondre en plein non. Non. Mais les stages écoles ne sont pas déclarés à CNDS. Mais l'entreprise qui a un stagiaire école doit s'assurer qu'il y a une convention. C'est-à-dire, la une convention du stage école avec la personne qui vient dans son entreprise. Parce que si le contrôleur arrive dans l'entreprise et puis il n'y a pas de convention de stage école, on va le considérer comme un travailleur. Parce que pourquoi je le dis? On a des entreprises qui vont se cacher sur ces boucles des stages écoles
voilà, pour faire travailler donc des personnes. Donc, juste la promotion des stages école et puis voilà. Maintenant, il y a un autre point, le stage de qualification d'expérience professionnelle. Lui également, on n'a pas besoin, on doit pas, on ne déclare pas disons, le stagiaire de qualification d'expérience professionnelle. Mais c'est encadré. Le code de prévoyance sociale est clair là-dessus. C'est un an. Voilà. Le stage de qualification d'expérience professionnelle, on a 12 mois. Donc, on fait une convention. S'il n'y a pas de convention écrite, également, c'est considéré comme un CPI. Voilà. Donc, c'est vraiment très important ces deux notions. Il faut faire des conventions stage-école, convention stage-école, avec l'école. Là, on reçoit le stagiaire 3 mois renouvelable, c'est bon. Le stage de qualification d'expérience professionnelle et un stage et une convention, c'est un an, c'est bien précis, un an. Donc, pendant les un an, voilà, c'est bien pour un stage de professionnellement d'expérience professionnelle, c'est bien encadré. Au-delà, voilà, on a une déclarage. Je ne sais pas si j'ai D'accord. répondu. Merci beaucoup, monsieur. On va poser deux dernières questions. Euh, je suis une SARL, je suis déclarée au réel simplifié. Je loue un local à hauteur de 50 000 francs par mois. Suis-je assujetti à l'impôt foncier ou c'est compris dans la TE? Là, il y a une confusion. Là. Allô, On ne peut pas être en même temps réel signifié à la télé. Monsieur Boadi, allez, je vous laisse répondre à la question. allô? Après, J'ai pas je viens entendu à... la question. Alors, la question, je suis une Oui, SARL. oui, Je suis oui, déclarée au réel oui, simplifié. Je loue un local à hauteur de 50 000 oui. francs par mois. Suis-je assujetti à l'impôt foncier ou alors c'est compris dans la TE? Au D'accord? fait, comme je dis là, on ne peut pas être en même temps réel simplifié et à la TE à la fois. Allô, On a un seul allô, régime Oui, Monsieur d'imposition. Boisdi, on vous entend, allô. hein. C'est bon, je peux continuer? Oui, allez-y, allez-y. D'accord. Donc, je disais au fait qu'on ne peut pas être à deux régimes d'imposition à la fois. Soit nous sommes à la TE ou bien nous sommes au réel simplifié. D'accord? Donc, la déclaration fiscale d'existence, qu'on appelle communément la DFE, va nous dire dans quel régime d'imposition ou bien à quel régime d'imposition nous sommes assujettis. D'accord? Donc, si c'est à la TEE, on sait que la TEE, en principe, c'est un montant qu'on paye en fonction du chiffre d'affaires effectué. Seulement qu'on va splitter sur les 12 mois. Donc, cette TEE-là est libératoire de la patente, de l'impôt sur PIC et des autres impôts. C'est-à-dire, une fois qu'on paye le montant, on a saisi à la TEE, on paye un montant, en principe, il n'y a plus d'autres impôts à payer, à part les ITS qu'on paye. Donc, là, à la TEE, le foncier, non. D'accord? Maintenant, si nous sommes au réel simplifié, bien évidemment que on est assujetti au foncier. D'accord. Voilà. Donc, Merci beaucoup. je vous Alors, en la prie. dernière question, que se passe-t-il lorsque le chiffre d'affaires réel est différent du chiffre d'affaires anticipé? Est-ce que ça va nous faire Allô? changer de régime? Oui, Vous m'entendez? oui, je vous entends bien, Monsieur Boisdi. Vous m'entendez? Oui, ça va. Est-ce que la question précédente a fait l'objet de réponse de la part de Oui, monsieur? Ulrich a répondu, mais il y a une autre question. D'accord. La Oui, dernière allez-y. question, que se passe-t-il Mhm. lorsque le chiffre d'affaires réel est différent du chiffre d'affaires anticipé? Est-ce que cela va nous faire changer de régime? Alors, malheureusement, je peux répondre pour dire que malheureusement, le chiffre d'affaires prévisionnel qui permet d'être inscrit dans un régime n'est pas revu à la baisse lorsque le chiffre d'affaires réalisé lui est inférieur. Il peut seulement, on peut changer seulement de régime pour venir au régime inférieur que lorsqu'on a fait 3 années de déficit, enfin, de déficit, je veux dire qu'on est descendu en dessous du chiffre d'affaires inférieur pendant 3 années de façon consécutive. Je m'explique. Je suis à la TEE. On a dit que la TEE, c'est de 5 millions 1 à 50 millions. D'accord? Et il se trouve que je ne réalise pas 5 millions. Il faut que pendant 3 années de suite, je réalise moins de 5 millions
pour que je redescende à la taxe communale de l'entrepreneur. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. D'accord. Merci beaucoup. Je pense qu'on a répondu un maximum de questions. Il y avait aussi beaucoup de questions qui se ressemblaient. Euh, en tout cas, oui, en tout cas, merci beaucoup à tous les trois, Monsieur Agodo, Monsieur Wadia, Monsieur Boadi. Vraiment, merci infiniment pour avoir participé à ce webinaire. On était plus d'une soixantaine à avoir participé. En moyenne, on a stabilisé ce nombre-là, mais il y en a d'autres qui se sont connectés, après qui sont partis, etc. Donc, merci à tous. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de questions. C'est un sujet qui intéresse vraiment beaucoup de personnes. D'autres personnes se sont inscrites, mais malheureusement n'ont pas pu participer. Donc, cet enregistrement va nous permettre de pouvoir le partager encore à notre communauté afin qu'ils puissent encore avoir les informations. En tout cas, je voulais vraiment grandement vous remercier au nom de toute la communauté Orange Corner, au nom aussi de ESP qui met en œuvre ce programme, aussi et surtout du programme OSIF, qui est le fonds d'innovation pour Orange Corner, donc qui finance les entrepreneurs qu'on accompagne. Donc, merci infiniment.